Je vais tout de suite passer la parole à Caroline Fayolle, donc, qui est ATER à l'Université de Rennes 2, et qui va nous... Alors là, on franchit une longue période, nous n'avons pas de médiévistes, et on s'en excuse, mais on va parler de la Révolution, des premières années de la Révolution, 1792-1794, et des catéchismes républicains à l'épreuve du genre. Merci beaucoup, merci notamment à Rebecca pour son invitation à cette journée. Écoutez, la transition, je pense, est toute trouvée finalement, parce que, bon voilà, comme vous le savez peut-être, la Révolution française s'est référée à l'héritage antique, et notamment à l'héritage grec et spartiate, pour penser son modèle d'éducation populaire. Alors, il est souvent affirmé que la Révolution française a beaucoup débattu d'éducation, beaucoup parlé d'éducation, mais a peu réalisé finalement, mis en œuvre véritablement ces principes et ces projets pédagogiques, faute de temps et faute de moyens. Alors, pourtant, quand même, la Révolution française, en quelques années seulement, a opéré une véritable refonte du système scolaire, et les conventionnels ont notamment voté et tenté de faire appliquer, non sans difficulté quand même, il est vrai, une loi qui se nomme la loi Bouthier, qui date de Frimaire en II, c'est-à-dire de 19 décembre 1793. Et cette loi Bouthier a créé des écoles publiques pour garçons et pour filles. Alors, donc c'est ces écoles de filles que j'ai notamment étudiées dans le cadre de ma thèse sur l'éducation des filles à l'époque révolutionnaire et post-révolutionnaire. Alors l'objectif de ces écoles est de former des futurs citoyens pour les garçons et pour les filles, de futures mères républicaines. Donc pour constituer ces mères républicaines, il fallait opérer une régénération des femmes qui se compose en deux mouvements principaux. Le premier est négatif, il s'agit de d'effacer dans les femmes les traces du passé monarchique, les défaire de l'influence du clergé. Et le second est positif, il vise à leur inculquer ce qu'il nomme les vertus républicaines, et plus généralement les normes républicaines de féminité. Alors, pour cela, il y a une importance de l'éducation civique dans ces premières écoles républicaines. L'enseignement civique il se base sur l'usage de plusieurs types de textes, principalement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont diffusés et imprimés de manière massive pour les écoles, le texte constitutionnel, donc la Constitution de 1793 et puis sous le directoire la Constitution de 1795, et puis des ouvrages de morale républicaine, principalement des catéchismes républicains qui vont être l'objet de ma courte communication. Alors, pour du coup doter toutes les écoles nationales d'ouvrages républicains, parce qu'il y a bien sûr un manque d'ouvrages quand ces écoles sont créées, la Convention va organiser un concours en pluvieux en deux, donc en janvier 1794. Donc c'est un concours pour sélectionner des manuels officiels pour ensuite les imprimer massivement et les envoyer dans les écoles. Alors, il y a une section du concours qui est réservée pour les ouvrages de morale républicaine. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Alors, il va y avoir un grand succès de ce concours, des savants, des pédagogues, des militants des sociétés populaires ou des sections sans culottes vont envoyer des catéchismes. On va aussi trouver des gens qui se présentent comme des simples pères et mères de famille qui envoient aussi des catéchismes. Donc ici, je vais m'appuyer sur un corpus d'une quarantaine de catéchismes, dont 23 sont manuscrits et sont conservés aux archives nationales. Alors le concours va primer 3 catéchismes particulièrement, celui d'Henriquez que je ne vais pas évoquer parce qu'il parle très peu de la différence entre les sexes et la question de l'éducation des filles, et 2 autres que je vais parler plus longuement, qui est celui de Bullard et celui de La Chabossière. Alors, les catéchismes républicains, c'est un genre littéraire et pédagogique donc inventé par la Révolution française, qui ont été étudiés notamment
par Jean Hébrard. Il y a aussi un répertoire d'écrits pédagogiques de Michel Manson qui avait été publié par les NRP, aussi, qui est très utile. Et puis il y a une thèse récente de Jean-Charles Buthier sur cette question. Alors ces catéchismes républicains se distinguent de la littérature morale telle qu'elle va se développer au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Je pense notamment à la littérature pour demoiselles qui a été étudiée par Isabelle Avlange. Ici, les catéchismes républicains en fait, prennent modèle, comme leur nom l'indique, sur les catéchismes religieux, sur la forme, puisqu'ils se présentent sous la forme dialogique. Donc souvent, c'est un système de demande-réponse. Donc souvent, la demande est censée être faite par un enfant ou un élève, et la réponse est faite soit par un père ou une mère, soit par un instituteur. Alors, les catéchismes en soi, ils sont faits pour les écoles, mais aussi pour l'éducation des adultes. Donc, ça se veut des vecteurs pédagogiques à la fois pour le cadre scolaire et pour le cadre aussi familial. Les auteurs sont très majoritairement des hommes de lettres, des écrivains, des journalistes et des enseignants aussi, on trouve comme principale profession. Et les femmes sont très minoritaires parmi les auteurs d'ouvrages de morale républicaine. J'en ai répertorié seulement 5 dans mon corpus. Voilà. Alors, si la diffusion et la réception de ces ouvrages reste très difficile à évaluer, ces sources sont précieuses pour interroger précisément ce contenu de cette morale républicaine, notamment celle qui est destinée aux filles. Les catéchismes républicains constituent une littérature normative qui tend à prescrire aux filles des manières de penser, des comportements qui sont censés être conformes au modèle dominant de la féminité républicaine. Alors cependant, cette littérature est loin d'être figée. On peut en effet percevoir des échos, des conflits politiques, sociaux qui traversent la société en révolution. Et on perçoit aussi quelques points de vue dissonants sur la question des rapports entre les sexes. Donc, si les catéchismes de l'an 2 que je vais évoquer dans un premier temps sont plus nombreux à proposer des écarts à cette norme, les catéchismes du directoire, eux, vont témoigner d'une morale familiale plus conservatrice, comme on verra. Alors, sur ces catéchismes de l'an 2, donc parus en 1793-1794. Alors, ces catéchismes ont le point commun de vouloir, en premier lieu, promouvoir ce qu'ils nomment les vertus révolutionnaires. Alors, théorisée notamment par Robespierre, la vertu est une notion politique dans la Révolution française. Elle signifie le sacrifice de l'intérêt individuel au profit de l'intérêt général. Alors, comme l'a déjà souligné l'historienne Brenda Outram, la vertu relève cependant d'un sens différent selon les sexes. La vertu masculine s'exprime dans l'engagement politique et militaire, et la vertu féminine, au contraire, implique un repli dans la sphère privée. Donc la femme vertueuse dans les catéchismes est présentée comme en opposition avec la figure stéréotypique donc, de la femme aristocrate, qui serait, selon ces catéchismes révolutionnaires, égoïste, vicieuse, dépravée sexuellement. Au contraire, la femme républicaine est censée être prête à sacrifier ses enfants pour la patrie, et elle fait preuve de modestie et surtout de pudeur. La pudeur revient continuellement dans la liste des vertus féminines des catéchismes. Elle est véritablement pensée comme la clé de voûte du maintien des bonnes mœurs. Alors je vous cite par exemple le manuel, le catéchisme du savant Volney, qui écrit « La femme pudique est estimée, recherchée, tandis que l'impudente et la prostituée sont méprisées, repoussées, abandonnées à la misère et à l'avilissement. » Alors dans le contexte de l'automne 1793, où est voté le décret Amar qui interdit les clubs politiques féminins, l'impudeur va aussi qualifier les femmes qui prennent la parole publiquement et qui s'engagent dans la vie politique. Alors les catéchismes républicains ne se contentent pas de définir et de légitimer les caractéristiques de la femme vertueuse, ils sont animés d'une visée performative. Ils cherchent à construire de l'identité. Alors, le système des questions-réponses, des catéchismes, est un mode d'exposition du discours pédagogique qui est censé tenter d'empêcher l'élève d'imaginer une alternative aux prescriptions morales qui sont énoncées par le narrateur. Alors, pour citer le catéchisme Poitvin, par exemple,
Il y a une petite fille qui demande à sa mère « Comment pourrais-je me rendre utile à la société ?» Et la mère répond « C'est en remplissant avec exactitude tous les devoirs domestiques qu'elle impose, en apprenant un état analogue à ton sexe. » Alors, ce type d'injonction normative a pu susciter quand même des possibles résistances chez les lectrices. Alors, il n'y a pas accès, mais on peut quand même l'imaginer. En tout cas, ces résistances sont parfois anticipées dans certains catéchismes. On va trouver dans le même catéchisme que je viens de citer l'exemple donc la petite fille demande si elle peut combattre pour la nation en danger comme on l'enseigne à son frère, et donc la mère lui explique que non, pas du tout, il s'agissait pour elle plutôt d'attendre le retour de son futur époux et de ses futurs enfants de la guerre. Alors, donc on voit une littérature très normative, mais avec quelques donc, écarts à la norme qui sont présents dans ces catéchismes de l'an 2. Je prends notamment l'exemple du catéchisme du citoyen Hugan, qui se fait nommer Gélalel, et qui se présente comme le porte-voix des sans-culottes. C'est un des rares catéchismes républicains de l'an 2 qui s'adresse explicitement qu'aux filles. Il s'appelle « Instruction républicaine pour les jeunes citoyennes ». Donc c'est un dialogue entre une mère et sa fille, et la mère pédagogue va transmettre à sa fille les principes républicains, mais aussi elle va tenter de lui transmettre une conception sans culotte de la démocratie, et notamment elle va lui expliquer les principes du contrat social de Rousseau. Elle lui apprend notamment le droit des peuples à l'insurrection, qui est inscrit d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Constitution de 1793. Alors la petite fille demande « La révolte est donc permise, chère maman ?» Sa mère lui répond « Ma fille, aux grands mots, il faut de grands remèdes. Lorsqu'un gouvernement est prêt à étouffer la nation, alors l'insurrection du peuple est nécessaire pour arrêter ce fléau. Alors l'insurrection est le plus indispensable des devoirs du citoyen et de la citoyenne. » Donc loin de vouloir former une fille forcément docile ou obéissante, la mère républicaine de ce catéchisme vient ainsi à lui apprendre le bien fondé, quand même, dans certaines circonstances, de la révolte. Le citoyen Hugan détourne ainsi ce modèle de la mère républicaine dominant, en faisant de la mère républicaine le dépositaire d'un savoir politique légitime, et en la faisant aussi lui présenter comme la pédagogue d'un peuple souverain, dont l'avenir est incarné par une petite fille. Alors, on voit aussi d'autres points de vue minoritaires qui vont s'émettre dans les catéchismes sur la question de la relation entre les sexes. Alors, il y a un catéchisme qui est publié par un anonyme et qui veut ne pas faire de distinction dans l'éducation des deux sexes et entre les droits des sexes. Donc il y a une question, un enfant qui dit « Quand vous parlez des droits de l'homme, avez-vous entendu parler aussi de ceux de la femme ?» Et l'instituteur répond « Oui, sans doute. Leur sort, leur destinée, leurs principes, leurs droits sont les mêmes. » Alors on va aussi avoir une incidence dans les catéchismes de la loi de septembre 1792 qui proclame le droit au divorce et qui est une loi importante puisqu'elle octroie aux femmes une personnalité juridique civile. Et le principe qui fonde la loi sur le divorce, c'est d'essayer de refonder la relation conjugale sur les principes de liberté et sur l'égalité entre les époux. Alors, certains ouvrages vont ainsi défendre une vision plus égalitaire de la relation entre l'époux et l'épouse. C'est par exemple le cas d'un catéchisme sans culotte de Bias-Parent. Alors, il y a un moment du catéchisme républicain qui est sur la question de la famille, principalement. Donc l'enfant pose la question « Quels sont les sentiments qu'un enfant doit avoir pour son épouse ?» Et l'instituteur répond « Ceux qu'une épouse doit avoir pour son mari, car entre le mari et la femme, les droits sont réciproques. » Cette conception aussi égalitaire de la relation conjugale est évoquée dans le catéchisme de La Chabossière. Donc là, comme je vous le disais en introduction, le catéchisme de La Chabossière a été primé par la Convention. C'est aussi un catéchisme qui a eu le plus grand succès pendant la Révolution française. Il a eu le plus de diffusion. Et donc, pareil, on retrouve la question « Quels sont les devoirs réciproques des époux ?» Et l'instituteur répond « Estime mutuelle, communauté de soins, de travail, de plaisir. » Notez. Égalité de droits, rapport de confiance.
Donc sur la question de l'égalité des époux, la Chabossière revendique l'expression quand même d'une singularité, hein, il se rend compte qu'il n'est pas quand même... que tous ne sont pas d'accord avec lui, et il fait une note dans son catéchisme où il écrit « Je sais que beaucoup de législateurs ne sont pas de mon avis sur l'égalité des droits des époux, et qu'ils allèguent de très belles raisons. Mais à mes yeux, ils sont encore juges de leur propre cause. Pour finir le procès, il faudrait ouvrir la tribune aux femmes, et c'est ce qu'ils se gardent bien de faire. » Je ne sais pas combien de temps il reste. 5 minutes. Alors je vais juste un petit peu évoquer les catéchismes de la période suivante, celle du directoire, pour montrer l'évolution du cadre de ces catéchismes et de leur contenu. Alors les catéchismes qui sont parus donc après 1795, qui est l'année de la répression du mouvement sans culotte, qui va prendre fin en l'an 3, vont véhiculer une moralité familiale conservatrice, qui est promue alors par les hommes du directoire. Le directoire veut mettre un terme à la Révolution, et pour cela, il entend refonder la République sur les bonnes mœurs. Donc il y a tout un discours qui se développe sur l'importance de la moralité familiale comme critère de citoyenneté sous le directoire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les manuels officiels, on va voir l'impact de cette rupture, si vous voulez. En même temps, ce qui est compliqué, c'est que sous le directoire, ils vont continuer à imprimer et à diffuser le catéchisme de la Chabossière, donc écrit en l'an 2. Donc il y a la diffusion de la Chabossière qui continue. Et en même temps, ils vont commencer à primer des catéchismes qui disent des idées totalement différentes sur la relation entre les sexes que le projet égalitaire de la Chabossière. Donc il y a un peu un conflit entre plusieurs voies possibles pour penser les normes conjugales sous le directoire. Alors les hommes du directoire vont par exemple primer donc, le catéchisme de Bullard, qui est paru en l'an 4, en 1796. Et alors, ce catéchisme est intéressant parce qu'il est vraiment symptomatique de ce tournant conservateur. Bullard avait fait paraître en l'an 2 un premier catéchisme où il a envisagé la relation conjugale comme plutôt égalitaire. Et dans celui paru en l'an 4, en revanche, il va essayer au contraire de convaincre les femmes d'apprendre à faire preuve de déférence et d'obéissance envers leur mari. Donc on va avoir comme question, par exemple, comment doit-on regarder la femme qui veut dominer et afficher de l'indépendance? Réponse, comme une femme mal élevée, ridicule et le fléau de la maison. Donc là, vous voyez, le ton est nettement plus répressif. Alors, Bullard va élaborer dans son catéchisme toute une rhétorique sur la complémentarité des rôles sociaux. Il va concevoir la société comme structurée par un ensemble de relations hiérarchiques qui sont présentées comme complémentaires. Donc, il y a la relation entre les époux, la relation entre les riches et les pauvres, et entre le maître et les domestiques. Donc là, on va être assez loin du discours sans culotte de l'an 2. Les vertus du riche, du maître et de l'époux sont similaires. Ils doivent jouer un rôle de protecteur et exprimer des sentiments de bonté, de probité envers les protégés. Ensuite, il y a la liste des vertus du pauvre, du domestique et de l'épouse, qui sont aussi les mêmes. Ils doivent exprimer envers leurs protecteurs de la déférence, des égards et des soins. Donc la relation conjugale apparaît fondée sur un échange asymétrique. Il est dit, en échange de sa protection et de sa tendresse, la femme est obligée de marquer auprès de son mari des soins empressés et de s'occuper de son ménage. Donc on voit bien que la complémentarité ici fonctionne comme un outil de remise en ordre. Les identités entre les sexes sont construites en miroir et elles apparaissent comme closes et stabilisées. Et elles permettent ainsi de penser le couple non plus comme l'alliance de deux individualités libres, comme voulait le faire la loi sur le divorce, mais comme une unité hiérarchisée fondée sur une mutuelle dépendance et des intérêts communs, ce qui fait référence notamment aux ouvrages sur le directoire de Anne Verjus, qui a travaillé sur cette question. Donc on peut rapprocher le point de vue de Bullard aussi de celui défendu par Chemin du Comtesse, qui est aussi un auteur de manuel qui a été approuvé sous le directoire pendant plusieurs années. Donc Chemin du Comtesse, c'est le théoricien de ce qu'on appelle le culte théophilanthropique. C'est une religion nouvelle, républicaine, qui veut contrer le renouveau du catholicisme
qu'on observe à partir de l'automne 1796. Et le culte théophilanthropique veut sacraliser le mariage civil et restaurer les valeurs familiales. Et donc, dans ces catéchismes, Chemin du Pont-d'Est va prescrire aux petites filles de voir leurs futurs maris comme les chefs de leur maison. Donc on retrouve ces expressions qui avaient totalement disparu en l'an 2. Il postule que c'est la nature qui a fait reconnaître l'homme comme chef de la société conjugale. Donc on voit bien une reconsolidation de la hiérarchie conjugale. Donc, vous voyez que ces ouvrages sont dans leur majorité quand même des véhicules des discours normatifs sur les rapports entre les sexes et sur la féminité républicaine. Mais comme on l'a vu avec les quelques exemples que je vous ai donnés pour les manuels de l'an 2, la construction d'un modèle sans culotte de mère républicaine, la défense d'une éducation égale entre garçons et filles, ou encore l'affirmation de l'égalité conjugale, sont autant de traces qui sont laissées dans les manuels et qui témoignent de la multiplicité des voies qui sont ouvertes par le bouleversement révolutionnaire pour appréhender la relation entre les sexes. Voilà, je vous remercie.